trois trucs qui sont les bactéries, les virus, les archées, les virus et les archées. Et donc, je vais vous parler de ces quatre groupes de microbes qui ont, vous voyez, ce sont tous de taille qui sont à peu près comparables. Ils sont tous très différents dans leur manière de vivre. Ici, c'est un clustering de leurs gènes d'information. Et vous voyez qu'il y a bien quatre groupes, qu'il y a bien quatre manières de vivre. Ce n'est pas de la phylogénie, c'est les gènes associés à l'information dans ces organismes, qui traduit un art de vivre. Vous voyez que les virus ici sont aussi loin des eucaryotes que les bactéries. L'art de vivre des virus géants est une chose spécifique, différente de celle des bactéries, différente des archées, différente des eucaryotes. Alors commençons par les bactéries. Donc si on regarde ce qui s'est passé, le nombre de bactéries cultivées et identifiées au cours des années, eh bien, ça c'est une diapositive qui a été faite par Pierre Léra. On voit que dans les années 80, il y avait 1800 bactéries en pratique, et actuellement il y en a plus de 12 000. Donc vous voyez que la connaissance du monde change, ça a été multiplié par un peu plus de 5, le nombre de bactéries qui sont cultivées et qui sont identifiées. On arrive à définir l'organisme que quand on l'a cultivé. Donc vous voyez qu'on est loin avec les limites des 10 millions prédits. La dénomination de ça est complexe, je ne veux pas rentrer dedans, mais c'est vrai que compte tenu du développement moléculaire, beaucoup de choses s'appuient actuellement. Vous voyez, ça c'est une diapositive de Perrine. Au début, c'était la morphologie, la pathogénicité qui définissait les microbes, et puis ensuite la physiologie, la biochimie, et puis on a commencé à rentrer dans le moléculaire avec l'hybridation DNA-DNA, le GC200, le 16S, et on propose avec Pierre Édouard que toutes les définitions d'espèces soient basées maintenant sur l'analyse complète du génome. Et donc, le 16S, ça a permis de commencer, avec Michel Rancourt, on a commencé le début de l'identification grâce au 16S, parce que les quelques éléments phénotypiques que l'on avait étaient toujours destinés à identifier des choses que l'on connaissait déjà. Et donc, si vous ne les connaissiez pas, vous ne pouviez pas les définir ou savoir qu'elles étaient différentes sur le phénotype. Et donc, on a commencé ça, c'était le premier PHAC qu'on avait. On a installé le premier séquenceur automatique dans un laboratoire de méthodologie clinique au monde, à la Timone. Donc on a commencé à identifier une première série avec toutes les bactéries que les gens envoyaient à Biomérieux quand ils n'arrivaient pas à les identifier, avec des techniques d'identification phénotypique, ils les envoyaient chez Biomérieux. Et nous, on s'est associé avec Jean-Pierre Guéral pour les identifier par 16S-RNA. Et donc on a trouvé toute une première série de micro-organismes. Ensuite, systématiquement, on a commencé à tester toutes les bactéries que l'on avait à la Timone, qui avaient un phénotype un peu bizarre, pour savoir si c'était des espèces qui étaient nouvelles, et donc toujours basées sur ces critères, 98%, eh bien, avec Michel, en un seul papier, en 5 ans, eh bien, on va trouver 27 espèces bactériennes identifiées pour la première fois chez nous. Donc ça veut dire que simplement l'implantation de l'outil 16S avait bouleversé la notion, la connaissance que l'on avait. Vous voyez, un seul laboratoire, petite équipe, on avait trouvé 27 nouvelles espèces bactériennes, pathogènes, hein, dans des traitements pathogènes. Donc ça, c'est l'outil. Et donc, ça, vous voyez, c'est les noms valides qui sont passés, là, et toute cette pente énorme, là, ben, essentiellement, c'est la facilité du 16S qui a permis d'augmenter la connaissance des bactéries. Alors, là, on est en train avec Perrine, ça c'est une diapositive de Perrine, d'essayer parce que ça n'existe nulle part, ça, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le bactériome humain. Dans les 12 000 espèces connues, combien il y en a qui sont chez l'homme, soit en situation pathogène, soit en situation commensale. Et ça n'existe nulle part, et la plupart des données ne sont pas susceptibles d'être accessibles directement. Alors on a fait un mélange. On a pris les 12 000, et puis pour les 12 000, on va essayer de savoir si elles étaient humaines ou pas, en regardant celles qu'on avait isolées au laboratoire, celles chez les malades, celles qu'on avait isolées dans nos stratégies de culture mixte, dont je vous parlerai. Et puis ensuite, on va regarder dans les différents dictionnaires, dans 4 dictionnaires différents, et puis dans le projet humain microbiome, et puis dans toutes les bactéries, les collections bactériennes, et puis dans la littérature, en regardant sur PubMed, les journaux spécifiques de microbiologie, etc. Et à la fin, on pense qu'il y a 2000 espèces bactériennes qui ont été isolées une fois chez nous, au bout, sur les 12 000, ça fait un succès.
Et donc ça c'est les performances, des différents outils. Alors nous, comment on a fait? Première chose sur laquelle on a travaillé, c'est la riquetiose. Moi ça m'intéressait parce que c'est la réputation la plus mauvaise. Ça avait tué les deux premiers investigateurs qui avaient travaillé dessus. C'est pour ça que ça s'appelle Rickettsia prowazekis, parce que Ricketts et Prowazek sont morts tous les deux, donc tout de suite ça donne un peu d'émotion au système. Et puis deuxièmement, c'est épouvantable à cultiver parce que ça se cultive en intracellulaire comme les virus, mais on ne peut pas utiliser les antibiotiques pour décontaminer. Donc c'était vraiment un défi intéressant d'implanter cette technique de culture, ici qui reste toujours là, à 4 ou 5 pas vraiment qui cultive les Rickettsia. Donc c'est intéressant. Et donc on a, quand j'ai commencé, il y avait une très grande simplicité, il y avait Rickettsia rickettsii, Rickettsia conori, Rickettsia japonica, c'était en même temps que je commençais, Rickettsia siberica, et Rickettsia australis, et puis la majeure partie de tout ce qui est apparu ici, c'est nous qui avons rajouté cette panique, c'est-à-dire qu'on est passé d'une bactérie par continent à une foule de bactéries, et puis ça continue. Donc simplement, il fallait avoir des outils de culture spécifiques et puis des outils moléculaires qui permettaient de les identifier. Un vrai défi a été celui-là, c'est un défi scientifique, et c'était important que vous le sachiez parce que c'est ce que je crois être un scientifique, ça a été l'objet de ce que je crois être un scientifique mis en doute. Rickettsia felis avait été découvert aux États-Unis, les gens avaient trouvé ça dans des puces, et puis moi je m'en fichais parce que c'était aux États-Unis, et puis une fois j'ai regardé les gens en Éthiopie disaient tiens, on a une épidémie tous les étés pendant la saison chaude, on a des maladies, on croit que c'est du typhus murin. Vous allez regarder parce qu'il y a plein de puces dans les bus à Addis Abeba pendant la saison des pluies. On m'a envoyé des puces et en regardant pour la Rickettsia, on a trouvé Rickettsia felis. Donc c'était devenu quelque chose qui était plus autochtone aux États-Unis mais international, donc ça m'intéressait. J'ai essayé de récupérer la souche. Et il y a quelqu'un qui avait fait 3 papiers, qui s'appelle Abdou Hazan, qui a fait 3 papiers sur cette Rickettsia en disant qu'il avait cultivé à 37 degrés et que ça donnait ça, les profils sérologiques, etc. Et donc je lui ai demandé la souche, 3 mois dessus. Il arrivait à m'envoyer, j'ai fini par lui dire écoute, maintenant tu retires ton papier ou tu m'envoies la souche. Donc il m'a envoyé un truc dans lequel il n'y avait que de l'eau. Ensuite il m'a envoyé un truc dans lequel il y avait Rickettsia typhi. Et je lui ai dit attends, tu te fiches de moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois écrire à la SN? Tu te fiches de moi, tu ne peux pas le transférer. Et il m'a dit mais non, ça ne pousse plus, puis c'est la faute de ma postdoc, elle s'est trompée, etc. Et je lui ai dit mais ça va, mais envoie-moi des puces infectées, parce qu'il y avait un élevage de puces infectées, je vais essayer de faire. Donc j'ai essayé de refaire ce qu'il faisait, c'était de cultiver à 37 degrés, et ni moi, ni jamais personne au monde n'a réussi à cultiver cette bactérie à 37 degrés. Ça ne pas 37 degrés. En réalité, et donc au bout d'un moment, on a toujours la vidéo. Après, ça a l'air vachement simple, mais ça a pris un certain temps avant de commencer à penser, tiens, peut-être que ça ne pousse pas à 37 degrés, parce que c'est dans les arthropodes, dans les bactéries des arthropodes, assez souvent, même quand elles sont pathogènes, poussent mal à 37 degrés. C'est le cas d'Yersinia pestis, qui pousse beaucoup mieux à 28 degrés, c'est le cas de Zarmolero, de Wolbachia, de Bartonella bacilliformis. Et donc, quand on a utilisé, alors ça, je m'amuse beaucoup à dire ça aux Américains, qui ont échoué à cultiver ça, c'est que nous, on a pris des trucs de grenouilles, c'est ce qu'ils nous appellent les grenouilles. Donc, on a pris des cellules de grenouilles pour faire cultiver Rickettsia felis, et ça a très bien marché. Donc, ouais, ça a été un défi intellectuel de le faire. Et alors, de manière intéressante, comme d'habitude, c'est un des exemples que je veux vous donner, c'est qu'une fois qu'on a la culture, on a tout ce qu'on veut. On a le génome, quand on a séquencé le génome, c'était la première Rickettsia qui avait des plasmides, personne ne pensait que la Rickettsia avait des plasmides, et puis on a pu avoir des outils moléculaires. Ces outils moléculaires, on a commencé à les appliquer au Sénégal, on a une équipe, et de manière intéressante, la première chose que l'on ait trouvée parmi les bactéries qu'on ait testées au Sénégal, c'est la Rickettsia felis. C'était très étrange, parce qu'il y a très peu de Rickettsia felis partout ailleurs, et là on se retrouve, vous voyez, ce qui n'est pas finalement si étonnant, parce que quand même, moi j'avais été intéressé seulement par l'Éthiopie. Donc on dit, tiens, c'est très intéressant, mais c'était tellement, la proportion était tellement importante, 3% des fiers, que j'ai mis au moins 1 an avant de finir ce papier pour être sûr qu'il n'y avait pas d'erreur, qu'on ne s'est pas trompé, de dupliquer les trucs, de rajouter les contrôles. Et au moment où je l'envoie, coïncidence qui est très intéressante, la ligne est sensible et curieuse, en même temps, je reçois ce papier, je suis rédacteur en chef adjoint de ce journal, j'envoie mon papier à ce journal et je reçois en même temps le même papier, en miroir du mien, envoyé au même journal dont on me demande de l'analyser, qui
qui rapportait la même chose, mais c'était au Kenya au lieu d'être au Sénégal. C'est extraordinaire. Donc j'ai écrit au rédacteur en chef en disant, je vais envoyer le même, est-ce que tu penses que c'est un conflit d'intérêts, que je ne dois pas l'analyser? Il dit, non, analyse-le. Et ils ont été publiés face-to-face avec un commentaire de l'éditeur, parce que bien entendu, l'un et l'autre se renforçaient terriblement. Bien sûr, c'est pas possible. Deux équipes qui ne travaillaient pas du tout ensemble, qui avaient trouvé la même chose. Et puis, du coup, on a développé des outils moléculaires à l'époque directement sur place au Sénégal, et cet enfant s'est présenté et fait du diagnostic par les écouvillons des lésions cutanées et sur le sang, et cet enfant a été diagnostiqué comme ayant Rickettsia felis sur cette lésion cutanée, mais l'histoire n'est pas finie ici. Ce qu'on a identifié comme étant la primo-infection de Rickettsia felis. Et puis, on a cherché la source de Rickettsia felis un peu partout, dans les puces pour commencer, vous vous rappelez, ça avait été trouvé dans les puces, pas trouvé dans les puces, et puis dans les insectes qu'on trouvait, etc. Et puis un jour, j'étais là-bas dans mon laboratoire, fait une journée scientifique par an au Sénégal, et bien entendu ça n'avait rien à voir, c'est simplement parce que j'étais là-bas à écouter la moitié des choses pour lesquelles je n'étais pas concerné, que d'un coup je me suis dit c'est la même chose. Il y avait toutes les présentations sur l'épidémiologie du paludisme. Donc je me suis dit, attends, l'épidémiologie de Rickettsia felis que l'on a maintenant en Afrique, c'est la même, d'accord, c'est la même saison, c'est la même population, c'est plutôt les jeunes, et c'est la même distribution géographique. Et donc, je me suis posé la question de savoir si ce n'était pas épidémiologiquement la même maladie. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a comparé tous les éléments épidémiologiques qu'on a publiés cette année avec mes collègues Christina, et puis on a regardé un moustique. Un moustique, on a mis une technique au point un peu intéressant pour pouvoir de trouver effectivement Rickettsia felis c'était dans les moustiques. Et donc on trouvait à la fois dans les ALS adenovirus, mais aussi dans les anopheles, qui sont les vecteurs de la malaria. On essaie de démontrer maintenant avec Philippe Parola qu'effectivement ces moustiques peuvent être vecteurs, et les données qu'on a actuellement nous montrent que c'est probablement le cas. Et si c'est le cas, et qu'on jump d'une chose à l'autre, puisque ça ressemble au paludisme, on regarde dans les moustiques, et puisque c'est dans les moustiques et que ça regarde dans les paludismes, la chose d'après qu'on a regardé, c'est, tiens, puisque un des réservoirs ou une des sources essentielles du paludisme en Afrique, finalement, c'était les gorilles, eh bien on a regardé, nous aussi, dans travaux en commun avec de la porte, eh bien on a regardé si on trouvait dans les fesses, comme on trouve le parasite de la malaria dans les fesses de gorilles, on a regardé si on trouvait Rickettsia felis dans les fesses de gorilles, on l'a trouvé aussi. Donc c'est le même site, probablement le même réservoir. Ça a beaucoup d'analogies avec le paludisme, et ça c'est la représentation. Donc vous voyez qu'à partir de la culture de Rickettsia felis, cette culture est essentielle pour nous amener comme ça. Deuxième culture qui était importante, ça a été Prophète Maoudi. Prophète Maoudi, c'est parti sur un protocole qui assure ce dont j'ai essayé de vous convaincre au départ, c'est que nous sommes ignorants. Que donc si on fait des protocoles de culture qui ont été mis au point pour des choses que nous connaissons, on ne retrouvera que les choses que l'on veut. Il faut avoir des protocoles permissifs. Technology driver, je reviendrai dessus. Et donc on a mis au point là-dessus pour mon ami Jérôme Etienne qui me disait, tiens, on a encore des endocardites et hémocultures négatives, tu n'arrives pas à nous répondre avec coxylatornitive, est-ce que tu testes? Et donc on a inventé ce protocole, on l'utilise toujours, qui s'appelle JNSP, je ne sais pas, c'est pas ce que je cherche. Et donc qui était le protocole le plus large possible, et c'est ce qui nous a permis de trouver la bactérie de la maladie de Whipple, qu'on ne cherchait pas du tout d'ailleurs, hein, puisqu'on ne savait pas ce qu'on cherchait. C'est mon ami Tom Marie qui nous a envoyé l'été une valve d'un patient trisomique qui avait fait une endocardite, on ne savait pas ce que c'était, il y avait une végétation, et il nous l'a envoyé en disant tiens Didier, regarde ce que c'est. C'était avant qu'on fasse de la biologie moléculaire systématique sur les prélèvements. On le met en culture une première fois, c'est négatif, et puis il me réécrit, on me disait comment ça se fait que ce soit négatif en septembre. Je revois ma technicienne à l'époque, qui s'appelle Marie Lorbier, et puis Marie Lorbier le relance, cette fois-là elle garde la culture pendant 63 jours, extrêmement longtemps, on commence à avoir des effets positifs. À 63 jours, on fait la biologie moléculaire, et on tombe sur la bactérie qui venait d'être décrite comme étant associée à la maladie de Whipple. Et donc, on avait cultivé, sans faire exprès, pour la première fois, la bactérie de la maladie de Whipple. Du coup, quand vous avez ça, vous avez la bête, vous avez tous les outils, donc on fait des anticorps contre Prophète Maoudi. Prophète Maoudi est associé à la maladie de Whipple,
Dr. Whipple, qui a eu le prix Nobel pour autre chose d'ailleurs, était à Johns Hopkins, un jeune médecin de 30 ans, qui a décrit cette maladie chez un autre, quelqu'un qui est mort de ça, qui a 35 ans, qui est un médecin, en décrivant des lésions. Et il restait une lame à Johns Hopkins dans le laboratoire d'Anapat. Et donc on a récupéré une lame du Dr. Whipple pour la colorer avec nos anticorps et montrer que ce dont avait été mort, le cas index qui a défini la maladie de Whipple, c'était bien trophée dans le pays. Vous voyez ici, avec cette coloration marron dans les macrophages. Donc 100 ans après, on a montré qu'effectivement c'était bien la maladie de Whipple qui l'avait tué. Le génome nous a permis, dans l'analyse, ça c'est quand on a analysé le génome, la chose qui était très frappante dans Trophérema ublei, comparé à ça c'est les bactéries extracellulaires, ça c'est les bactéries intracellulaires, il avait pratiquement tout, sauf les pathways pour les acides aminés. Et donc on a dit c'est probablement pas compliqué, on va rajouter les acides aminés, voir si ça marche en milieu acénique, ça marche. Il y avait une compétition dans le laboratoire, Bernard a essayé de modifier le BSK, puisque Patricia a fait avec Guy Vestris la modification juste des acides aminés, et la course à la vitesse, c'est ce milieu qui a été le plus fonctionnel. Et puis, du coup, on a eu des outils moléculaires extraordinaires qui nous ont permis de montrer qu'en réalité, Trophérema ublei est une des bactéries les plus banales et probablement un des agents de maladie les plus communs. La maladie de Whipple, c'est 1 par million d'habitants en Europe. Et nous, on pense que alors, le portage asymptomatique est très commun, de 2 à 4% ici. En Afrique, c'est beaucoup plus que ça, jusqu'à 40%. Et comme cause de gastro-entérite, en fonction des années, ça cause entre 5 et 15% des gastro-entérites des enfants. C'est extraordinairement commun. Donc, vous voyez, on est passé de ce qu'on croyait être une bactérie très rare avec une maladie très rare à une bactérie très fréquente qui donne des maladies très fréquemment. Et la maladie de Whipple, finalement, ce n'est pas une maladie infectieuse, la maladie de Whipple, en réalité, c'est probablement une maladie génétique, une maladie d'une susceptibilité particulière à une bactérie particulière qui est très commune, qui ne fait rien aux autres et qui donne aux gens qui ne savent pas tuer Trophérema ublei une maladie chronique qui finit par les tuer. Et donc, ce que l'on voit, c'est que c'est d'abord, ces patients qui ont une maladie de Whipple, on ne peut jamais les guérir parce qu'ils restent susceptibles tout le temps à une bactérie commune. Même quand on les a entièrement guéris, ils se réinfectent par une nouvelle bactérie et 10 ans après, ils refont la maladie de Whipple. Donc, ils sont sensibles toute leur vie, au moins une partie d'entre eux. Et maintenant, très récemment, on vient de voir que c'est une cause commune de pneumonie. Et donc, vous voyez que la culture de Trophérema ublei nous a amené à avoir une vision radicalement différente de l'identification moléculaire isolée. Pour la tuberculose, avec Michel, on s'intéresse à ça depuis longtemps. Le premier travaux de paille qu'on a fait, c'est une chose qu'on a eu par chance aussi. En cultivant un million pour la maladie du grès du chat, on a eu la surprise de trouver cette bactérie qui était par ses S, Mycobacterium tuberculosis. C'était plus décrit depuis 100 ans. On pouvait cultiver Mycobacterium tuberculosis sur les géloses de sang. Et puis, depuis, on améliore cette technique avec les gens successivement, qui travaillent avec nous successivement. Et donc, on optimise ce milieu. On a modifié les conditions atmosphériques. On détecte maintenant des microcolonies. Et puis, les microcolonies par autofluorescence, ça c'est le dernier travail qu'on fait. Vous voyez que déjà sur ce milieu, on arrive à cultiver en 7 jours au lieu de 3 semaines, mais on ne détecte les colonies qu'à 10 puissance 5 bactéries. Si on regarde au microscope, on trouve à 10,4, et si on regarde au microscope avec la fluorescence, on trouve à 10,3. Bien entendu, ça change de temps à chaque fois. Vous voyez qu'à chaque fois, vous gagnez 1 à 2 jours, à chaque fois que vous réduisez la taille nécessaire pour être détecté. Et ce que l'on est en train d'essayer de faire, c'est d'utiliser un scanner pour passer de 0 à quelque chose qui nous permettra de détecter des colonies bien plus petites, puisque ici, vous voyez, à l'œil, il faut que ça fasse 1 mm, et ici, on est déjà à 0,3 mm. On espère bien que l'on va gagner encore un jour, mais dans le travail que l'on a, si on a un inoculum suffisant, actuellement, on peut avoir la culture de BK et sa sensibilité aux antibiotiques en 48 heures, ce qui est à comparer à ce que l'on a actuellement, qui est de 3 semaines à 6 semaines. Les pathogènes fastidieux d'amibes, alors ça c'est un travail qu'on fait depuis très longtemps avec la Scola.
Richard Burton s'était venu dans le laboratoire avec une collection de Legionella à identifier. On a identifié effectivement des Legionella avec Bernard Scola. Et puis, une qu'on a appelée Robotami, parce que c'est lui qui avait fait la collection, l'autre qu'on a appelée Drangoti. Et puis, on a vu qu'il y avait des sérologies positives contre ça, plus la sérologie était la plus fréquemment positive contre une autre de ces soi-disant Legionella que l'on n'a pas identifié là, dont on parlait bien sûr, parce que c'était l'hélivirus. Et puis Parachlamydia, un nouveau clade de chlamydia qui lui aussi donne des myopathies et qui donne des avortements. Et puis toutes les nouvelles bactéries qui ont été retrouvées grâce à ce système, les nouvelles cultures stratégiques, les nouvelles stratégies pour la culture des bactéries fastidieuses, c'est ce milieu qu'on vient de mettre au point, sur lequel on continue à travailler, qui est un milieu qui contient des extraits cellulaires pour cultiver les bactéries intracellulaires et qui nous a permis de cultiver de façon axénique, comme si la valétique, pour faire un certain nombre de spirochètes et de mycobactéries. On espère bien, avec ce milieu, pouvoir découvrir de nouvelles bactéries. Dernier point qu'on a, une des choses qui est très difficile à cultiver, ce sont les anaérobies, du fait qu'ils tolèrent mal l'oxygène. Ils tolèrent mal l'oxygène parce que l'oxygène les tue, et donc si on prend de quoi neutraliser cet effet oxygène, en particulier en ajoutant tout bêtement de l'acide ascorbique, eh bien vous voyez que ces bactéries anaérobies qui ne dépassaient pas ce niveau-là parce qu'il y avait trop d'oxygène, maintenant poussent jusqu'à la surface, et que donc simplement, en rajoutant de l'acide ascorbique, vous arrivez à faire cultiver des anaérobies pour lesquels il y a des équipements extrêmement coûteux, complexes, un peu partout, avec quelque chose qui est simple comme bonjour. Simplement, personne ne s'intéresse suffisamment à la culture pour chercher les éléments qui permettent de découvrir ça. Voilà, au laboratoire, par ces bactéries fastidieuses, vous voyez qu'on avait trouvé 28 avec Michel relativement en cherchant les choses, et bien là, rien que par ces techniques de culture fastidieuses, et bien, on a identifié 25 bactéries isolées chez l'homme pour la première fois grâce à ces techniques. Et donc les techniques actuelles, on essaie de théoriser pour la détection de nos pathogènes, c'est passer par la culture ou sans la culture. Et là, on se consacre sur à la culture. Alors, un des vrais, on verra, une des choses que l'on a avec Perrine, c'est que si vous comparez les différentes techniques actuellement en microbiologie, en réalité, chacune n'éclaire qu'une toute petite partie de l'iceberg. Et en particulier, il n'y a aucune correspondance entre ce que l'on regarde en pyroséquençage et ce que l'on regarde en microscope. Et en particulier parce qu'il y a un trou des grammes négatifs. C'est-à-dire, vous regardez toutes les études de pyroséquençage sur les selles, par exemple, on vous dit il y a 20% de grammes négatifs, 80% de grammes positifs. Et si vous regardez en microscopie, uniquement en microscopie électronique, c'est pas vrai. Donc il y a un trou, il manque la moitié des grammes négatifs. Est-ce qui est parti cette moitié de grammes négatifs? C'est un peu de travailler sur les méthodes d'extraction, etc. Mais globalement, il manque, dans toutes les études actuelles, il manque la moitié des grammes négatifs. Donc c'est une chose qui est troublante, donc on a encore beaucoup de travail. Donc comment utiliser les techniques? Les premières techniques, les techniques utilisées de microbiote humain, sur lesquelles on arrive là maintenant, eh bien c'était les techniques de culture habituelles, essayant surtout de faire de l'anaérobiose. Et puis les techniques métagénomiques sont arrivées en disant voilà, il y a entre 150 et 200 phénotypes. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a 80% des bactéries qui sont détectées comme ça qui ne sont pas cultivables. Et ici, 1%, à cette époque-là, 74, des bactéries étaient considérées comme étant cultivables. Alors les gens avaient de l'imagination plus, on a retrouvé on a réinventé d'autres choses. On a en particulier, grâce aux environnementalistes qui utilisent le milieu dans lequel les microbes vivent pour faire cultiver les bactéries, eh bien, si vous voulez retrouver les bactéries dans les selles, vous faites des extraits de selles, extraits de fesses, et puis pour pouvoir les cultiver, ça avait déjà été fait, vous voyez, bien longtemps, en 77, et puis le rumen, qui est un liquide digestif aussi des ruminants, a été utilisé et apporte des éléments importants dans la culture. Donc, il faut réutiliser ça. Et ça, c'est devenu, comme grâce à la biologie moléculaire, on a pu identifier ce qui était inconnu. Là, ce qui nous a sauvés, c'est le Mazitov. C'est-à-dire l'identification extrêmement facile des bactéries en quelques secondes, sans que ça coûte rien,
qui vous dit ça existe ou ça n'existe pas, et donc trie tout de suite. Et donc ça a été une révolution. On a fait ce papier avec 5, qui était le premier papier d'utilisation routine du Malditov pour la microbiologie, qui a été incroyablement cité, qui a été, depuis, il y a eu plus de 300 publications sur le domaine, et qui permet maintenant d'avoir un tri. On peut tester des centaines de bactéries assez facilement, le coût est faible, et donc on a analysé d'ailleurs ces éléments-là, un travail qu'on a fait récemment. Vous voyez ici, on a commencé le 16S dans les années 90, et ici le Malditov, et ensuite le nombre de bactéries testées, et ça nous a permis, on vient de refaire un travail là-dessus, de montrer que grâce au Malditov, on avait une explosion de nouvelles espèces inconnues, simplement parce que maintenant nous avions un moyen très facile de reconnaître qu'une bactérie était différente de ce qui existait avant. Donc ça, c'est toutes les nouvelles bactéries qui ont été trouvées. Si on regarde, vous voyez qu'on continue à trouver des nouvelles bactéries dans la routine, tout le temps, parce qu'on peut screener ça très très facilement grâce au Malditov. Donc, grâce au Malditov, eh bien, on a eu 28 nouvelles espèces qui n'avaient jamais été isolées par l'homme avant que l'on commence le travail sur le Malditov. Vous voyez, c'est cumulatif. 28 avec le CES, 28 avec les fastidieux, 25 ou 27 avec le Malditov. Donc petit à petit, ça augmente. Et alors on rentre sur maintenant qu'on a cet outil extraordinaire sur les choses que j'ai appelé culture mix, c'est-à-dire on multiplie toutes les conditions de culture, on teste une quantité de choses. Et le premier défi était de dire, ces gens avec la métagénomique, c'est intéressant ce qu'ils disent, mais ils sont trop arrogants. Ils nous disent que 80% des bactéries trouvées par pyroséquençage ne sont pas cultivées. Nous, on va prouver le contraire est vrai aussi. 80% des bactéries que nous allons cultiver ne vont pas être retrouvées par pyroséquençage. C'est assez difficile à voir, parce que pour l'instant, le pyroséquençage, ils sont très nombreux. En plus, dès que vous mettez pyroséquençage, ils envoient aux gens qui font du pyroséquençage. Ils ne sont pas d'accord. Et une des raisons pour lesquelles ça paraissait évident, c'est parce qu'il y a un biais de profondeur, c'est-à-dire que vous ne pouvez, quand vous partez de 10 puissance 12 bactéries par gramme, c'est très difficile d'aller en dessous de 10 puissance 6. C'est vraiment pour des raisons techniques. Avant d'arriver, avec des bactéries en culture, vous pouvez en trouver une par gramme. Nous, le seuil le plus bas qu'on peut trouver, c'est 10 par gramme. Et avant que vous arriviez à ça avec la métagénomique, il faudra du temps. Donc c'est ce qu'on a fait. Et ce qu'on fait, c'est qu'on teste, on a testé en tout, je sais pas combien, 250 techniques de culture pour la première fois, les 3 premières celles qu'on a testées avec Mathieu et avec Jean-Christophe. On les teste en Malditov, on a testé une trentaine de mille de colonies, et celles qui ne sont pas identifiées par le Malditov, on les séquence, et on regarde ce que c'est, on compare ça au pyroséquençage. Donc les 3 que l'on a testés, vous montrez, vous voyez, 212 conditions différentes, c'est 3 seules seulement, 32 000 colonies testées, et avec ça, on a eu 340 espèces. Si on compare maintenant, eh bien sûr, il y a des choses un peu compliquées. Le rumen, par exemple, de fabriquer soi-même son remède à partir de poches gastriques de moutons, ça a été spécial. Mais si vous regardez à la fin, eh bien, notre pari était tenu. Ça, c'est la culture, ça, c'est le pyroséquençage. C'est vrai qu'il n'y a que 20% en commun entre les deux, mais il n'y a que 20% des bactéries identifiées par culture qui sont trouvées par pyroséquençage, et 20% des bactéries qui sont trouvées par pyroséquençage sont trouvées par culture. Donc le pyroséquençage n'est pas supérieur à la culture, il est différent. Après, vous pensez ce que vous voulez. Mais l'agent de la typhoïde, salmonella typhus, si vous faites du pyroséquençage, vous ne trouvez pas la selle, généralement il y a 10 puissance 4, pas 10 puissance 5, mais enfin, ça vous tue quand même. Donc c'est pas la population la plus nombreuse, c'est pas nécessairement, dans les selles en particulier, c'est pas nécessairement la plus importante. Et donc, ça nous a permis d'avoir des records. L'année du séquençage, la plus grande archée humaine, ça c'est Michel qui l'a trouvé, 2,2 MW, c'est très intéressant sur le plan génétique parce qu'elle est à peu près moitié archée, moitié bactérie, tout à fait extraordinaire dans son composition génique. La plus grande bactérie retrouvée chez l'homme, 9,3 MW, et à l'époque, Isabelle et Bernard ont trouvé le plus grand virus humain isolé chez l'homme à l'époque, qui faisait 0,37 MW. Donc la culture vous donne la possibilité de découvrir des choses tout à fait hors du commun. Et puis on a continué par d'autres celles que l'on a testées, et là, voilà,
les différentes celles que l'on a testées, avec ce que l'on retrouve. On trouve entre 100 et 150 bactéries différentes par patient, avec des variations qui sont liées au fait que les obèses ont moins de biodiversité. Dans certains pays, il y a moins de biodiversité. Mais globalement, vous voyez, ça c'est... on continue. Vous voyez, tout ce que vous avez là en périphérie, c'est le nombre de bactéries qui n'ont été retrouvées qu'une fois dans une selle. Donc, on s'arrêtera quand les bactéries, les malades testés nouvellement, n'apporteront plus rien en périphérie. Mais pour l'instant, toutes celles qui sont au milieu, c'est celles qui ont été testées trouvées au moins 2 fois. Toutes celles qui sont en périphérie, c'est celles qui n'ont été trouvées qu'une fois. Donc le répertoire continue à augmenter. Et donc ça, c'est ce que l'on a, ça c'est la synthèse de ce que l'on a fait. Vous voyez que à ce stade-là, on a dépassé un peu ce stade-là, on a testé quand même 250 000 colonies. Ça fait quelques livres. Et dedans, si on compare maintenant, ça c'est un tableau qu'a fait Perrine, si maintenant de toutes les espèces qui ont été identifiées dans le tube digestif, incluant les nôtres, eh bien, il y en a eu 1000 en tout. Avant que l'on commence, nous, la culture Onyx, il y en avait 700, donc nous, on a rajouté à ça 300 bactéries retrouvées dans le tube digestif. Donc, par notre travail ici, sur l'étude des microbes cultivables, des espèces cultivables dans le tube digestif, vous voyez qu'on a produit 30% des données actuelles, et dedans, qu'est-ce que l'on a trouvé? Bien sûr, celles qui étaient connues dans le tube digestif, celles qui étaient connues chez l'homme mais pas dans le tube digestif, celles qui étaient connues mais pas chez l'homme, et puis celles qui étaient complètement inconnues, il y a 66 espèces entièrement connues. Et qu'est-ce qui manque chez nous par rapport à ce qui était connu? Ce gap là qu'il y a entre nous et ça, eh bien, essentiellement, c'est ce sur quoi il faut se concentrer, c'est les protéobactéries. Et en pratique, probablement les enterobactéries, ça c'est les nouvelles espèces qu'on a trouvées ici. Voilà, différents endroits que l'on a regardé. Alors si on regarde les archées, ça c'est le travail que Michel a fait. Les archées, pendant très longtemps, personne ne s'est intéressé aux archées dans le tube digestif parce que leur nom est maudit. Il laisse supposer que ça vit dans des conditions extrêmes, pas chez l'homme. Et donc, quand on regarde ça, à chaque fois qu'on pêche dans une zone où personne ne pêche, on trouve beaucoup de choses. Et donc c'est ce qui s'est passé avec Michel, qui a été bien aidé par ses étudiants pour Savert, qui a permis de trouver les nouvelles bactéries. Je crois qu'actuellement, sur 7 bactéries qui ont été cultivées chez l'homme, 7 archées qui ont été cultivées chez l'homme, il y en a 4 qui ont été cultivées pour la première fois par l'équipe de Michel. Et ça, c'est la dernière qu'on fait avec Savert sur les bactéries halophiles, où pour la première fois, par hasard, en cherchant les bactéries halophiles, on trouve une archée halophile, ce qu'on connaît très bien parce que c'est rouge, et donc c'est la première archée halophile isolée chez l'homme, qui n'a pas encore été décrite, et on est en train de décrire avec un panel. Donc vous voyez que le monde des archées est un monde qui est encore à développer. Le monde des champignons, alors ça c'est Michel avec Nina Louba qui a commencé à faire ce travail. C'est un travail compliqué, mais les champignons, vous voyez, c'est la même évolution. Vous voyez, dans ces dernières années, ça c'est l'évolution dans le dictionnaire des champignons. Vous voyez, chaque édition nouvelle a montré que ça a pu doubler dans le temps. On découvre de plus en plus de champignons, en particulier les champignons microscopiques. Et il y a 330 espèces biomédicales pour lesquelles il y a un travail important à faire, mais déjà le travail fait avec Nina Louba montre que dès qu'on va commencer à regarder de manière un peu régulière dans les selles, on va trouver de nouveaux champignons, comme on va trouver de nouvelles bactéries, de nouvelles archées. Pour les protistes, c'est un travail qui va commencer, mais surtout ce qui est important, c'est de regarder les espèces de protistes, des virus géants, qui jouent un rôle important. Alors je vous ai dit, il y a probablement 10 milliards de virus, mais que là aussi, toutes ces pentes sont toutes explosives de la connaissance des microbes. Les virus géants passaient à côté à cause de la définition même des virus, qui disait que les virus étaient petits, et donc, ça c'est une diapositive de Philippe Colson, si vous empêchez, si vous retenez que les petits virus, bien entendu, il y a tout un monde entier qui est celui des grands virus à côté desquels on peut passer. Et donc, on travaille avec Bernard Lascola depuis des années sur pneumonie et amibes, et une des choses que l'on a trouvées en cherchant les légionella atypiques, grâce à ces prédateurs sauvages que sont les amibes, eh bien, ça a été mini-virus. On voyait que pendant
Longtemps, il a été considéré comme une petite bactérie à gram positif. Il nous a été envoyé comme une Legionella-like atypique. En réalité, bien sûr, c'était un virus, c'était le premier virus géant avec un génome de plus d'1,2 mégabase. Ensuite, avec l'équipe de Bernard, a été trouvé un deuxième virus qui s'appelle Marseille virus, toujours dans des amibes, toujours dans de l'eau. Et puis a été trouvé le virophage, qui est le virus qui infecte les mini-virus, avec Bernard Ascola. Et puis, bien sûr, on a manqué tous ces virus à cause du fait que, y compris maintenant, les gens qui étudient le virome passent toujours par une étape de filtration. Et donc, en regardant maintenant précisément, on se rend compte qu'en réalité, ces virus existent chez l'homme aussi. Et maintenant, on peut rajouter à la liste des choses qu'on va trouver chez l'homme, les mini-virus, Marseille virus, et le virophage. Et ici, vous voyez le travail de Christelle Desnuet qui a trouvé chez les donneurs de sang, il y a entre 1 et 5% de gens parmi vous qui sont porteurs de Marseille virus dans le sang et qu'on peut voir au microscope si on se concentre. La signification de ça à long terme, c'est parce que c'est le virome humain. Et jusqu'à ce travail de Christelle, le virome humain, c'était le micro-virome humain. Regardez les petits virus, parce que je filtrais. Parce que là, l'idée, c'est de regarder y compris les grands virus. Ensuite, avec Bernard et avec Annen, a été isolé le premier virus géant d'un patient présentant une pneumonie. Et puis, Bernard avait fait des tests sérologiques qui montraient qu'il y avait très communément des anticorps contre mini-virus chez l'homéopathie. Cette malade, une malade de chez Philippe Brouki et Parola, qui venait du Laos et qui a présenté une séroconversion à la fois à mamavirus et au virophage, la première infection par un virophage que l'on est. C'est intéressant parce qu'elle vient du Laos. Les Laotiens mangent beaucoup de choses crues, en particulier les poissons, mais ils mangent les poissons crus sans dépioter les filets. Ils mangent le poisson entier, comme ça, y compris les branchies. Et ça veut dire que s'il y a quelque chose dans l'eau dans laquelle ils ont été pêchés, on va le retrouver dedans. Et donc, comme ils étaient pêchés dans le Mékong, on a demandé avec Bernard qu'on nous envoie l'eau du Mékong, et Bernard a cherché dans l'eau du Mékong, et il a trouvé à des niveaux assez importants. Et donc, elle a converti. Heureusement, elle avait été hospitalisée quelques temps avant, on avait un séromoncien, et donc on a montré qu'elle avait été reconvertie, et que son mari avait aussi l'anticorps, de la fièvre. Et puis ça, c'est une infection qui comportait à la fois une amie de l'œil sur une lentille oculaire qui souvent donne des infections à cause des amides. Et là, il y avait vraiment une infection, la mafia-infection, qui contenait l'amide, le mini-virus, le virophage et le transpoviron, qui est un séquencement ligne que l'on trouve chez les virus géants. Donc on a publié ça, et ça c'est le résultat du travail de Bernard et d'Isabelle sur toutes les cochonneries qu'ils ont isolées au cours du temps, mais y compris chez les humains maintenant, comme virus, c'est ce qu'on appelle essentiel. Donc maintenant, la dernière diapositive que Bernard a passée, c'est son dernier bébé. Alors merci de me permettre de présenter son dernier bébé, qu'il a cultivé avec Isabelle en prenant cette fois Artmanella vermiformis au lieu des Acanthamoeba, qui est l'amibe la plus communément présente chez les humains et même entre environnement, ce qui a permis l'isolement d'un nouveau virus géant qu'il a appelé Faustovirus et qui est ici proche des aspartéridés. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des séquences relativement proches qui ont été retrouvées dans les banques de données d'analyse de virome humain. Donc on pense que c'est pas loin un virus qu'on retrouvera nous aussi chez les humains. Ensuite, les plantes, les virus de plantes. Alors c'est très intéressant parce que aussi il n'y a pas grand monde qui regarde les virus de plantes chez les humains. Donc c'était intéressant à faire. Et c'est parti d'un travail qui avait été fait par Forrest Fowler, qui est le grand spécialiste de la métadynamique virale, de la micro-virologie virale, c'est filtre. Et c'est beaucoup plein d'ailleurs, s'il y a nous ici chez un séminaire, c'est beaucoup plein de notre travail qui est obligé à remettre en cause le fait que son travail sur le virome était complet puisqu'il filtre. Et donc, ce qu'il trouvait, c'est que les 10 virus les plus fréquents dans tout le digestif humain sont que des virus de plantes. Ça veut dire que les virus de plantes sont des virus que nous avons été vecteurs, que nous sommes vecteurs des virus de plantes. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Nos excréments qui fertilisaient. Vous savez que c'est comme ça que poussent les baobabs. Les baobabs, vous les suivez sur le travers des plantes.
fesses, ils mangent les graines, et c'est les fesses des éléphants dans lesquels poussent les baobabs. Mais nous, on a servi de vecteur au virus de plantes pendant des années. Le plus fréquent de tous, c'était un virus, c'est le virus du piment, hein, qui est le virus du poivron du piment. Et donc, on a fait un travail très intéressant avec Philippe Colson. On a travaillé avec les gens de l'INRA qui cultivent les virus de plantes, sur les virus de la mosaïque du tabac et le virus de poivron. Et donc, vous voyez, si vous pouvez mettre une selle sur une plante et vous obtenez un virus en culture. Qu'est-ce que ces virus font chez les humains? J'en sais rien du tout. On a fait un premier travail dans lequel on a trouvé que c'était associé d'une part des anticorps, ce qui était un peu surprenant parce que les gens disaient qu'il n'y avait pas on ne réagissait pas du tout aux antigènes viraux qui se promènent dans le tube digestif. Et deuxièmement, que les patients qui étaient positifs avaient plus souvent de la fièvre, des douleurs abdominales, mais en fait ils mangeaient beaucoup de piment. Peut-être que les douleurs abdominales, c'est du piment. Et des mangeaisons. On ne sait pas quel est le lien, mais en tout cas il y avait un lien statistique. Et c'est vrai que d'ailleurs quand on regardait dans le Tabasco, on trouve 10 puissance 8 virus du piment par millilitre. Hein, regardez le microscope électronique, chaque champ de virus. Qu'est-ce que ça fait ça? Je ne sais même plus. Une des questions qu'on s'est posées pour regarder ces virus aussi, c'est qu'est-ce que fait le virus de la mosaïque du tabac? On regarde le tabac, on a regardé ça avec Philippe Colson. Le tabac, toutes les cigarettes, tout est bourré de virus de la mosaïque du tabac, qu'on retrouve dans la bouche des gens qui ont fumé. Et c'est quantité colossale, il y a 10 puissance 6, 10 puissance 8 copies que vous envoyez dans le poumon. Est-ce que ça joue un rôle en dérégulant, pas en infectant les cellules, mais en dérégulant les programmes cellulaires? Parce que ça, c'est quelque chose qui joue un rôle en addition avec le tabac dans le développement des cancers. C'est une vraie question qui mérite vraiment d'être posée, surtout qu'on s'est rendu compte qu'effectivement l'hypothèse que j'avais fait ça un nombre d'années, c'est-à-dire qu'il est bien possible qu'il y ait des micro-RNA qui soient très proches des séquences de virus de plantes, en train de se révéler exact des TRN de ces plantes qui ressemblent beaucoup à des micro-RNA. Donc c'est bien possible qu'il y ait une partie du cancer. Donc voilà, j'ai terminé, mais j'ai trouvé que Batteste m'a donné, moi je définissais des choses en manière de préparation entre la technologie driven ou la curiosity driven, ce que nous on fait, à côté de l'hypothèse driven. Il y a des époques pour tout, quand on n'est pas dans les périodes de très grandes avancées technologiques, bien entendu, les hypothèses driven dominent. Maintenant, ça fait 15 ans que les technologies explosent, donc on découvre beaucoup plus de choses en utilisant des nouvelles technologies, c'est-à-dire en pêcher là où les autres ne pêchent pas. Ils n'ont pas eu encore le temps de pêcher qu'en confirmant les hypothèses, et puis que la chance que les résultats soient faux est moins grande. Quand on a une hypothèse, on a tendance à rendre plus étroit le champ de ce qui est possible comme réponse. Et donc je dis ça depuis un certain nombre d'années. Ça a été très clair. Par exemple, les Anglais ont pris toute la génomique est un truc technologie driven. Donc ça nous a permis de comprendre, c'est absolument hallucinant. En France, on avait vraiment les hypothèses driven étaient beaucoup plus fortes, sont toujours beaucoup plus fortes, étaient très dominants dans la génération. Donc les choses vont un peu changer. C'est assez intéressant, et Eric Batteste, beaucoup récemment, il a dit, mais tiens, tu devrais regarder ça, le livre de William James sur le pragmatisme. J'ai adoré la définition qu'il n'appliquait pas du tout aux chercheurs, mais que j'ai trouvé extraordinaire pour redéfinir les hypothèses driven et les technologies driven. Donc les hypothèses driven sont rationalistes, s'appuient sur des principes, intellectualistes, idéalistes, optimistes, religieux, partisans du libre arbitre, monistes, c'est-à-dire qu'ils croient qu'il y a une seule explication, et dogmatiques, les esprits endurcis sont empiriques, sensationnalistes, matérialistes, pessimistes et religieux, fatalistes, pluralistes et sceptiques, et bien entendu. C'est dans ce groupe-là que se trouvent les technologies ou les curiosités. Bref, voilà, merci de votre attention. À la fin, sur les bactéries, on a regardé avec Perrine, à la fin, sur les bactéries humaines, trouvées pour la première fois chez l'homme,
Sur les 2000, il y en a 300 qui ont été trouvés par nous, 15%. 300 qui étaient connus par ailleurs, dans l'environnement, et 300 qu'on a découvert. 150 qui étaient connus ailleurs, mais pas chez l'homme, et 150 qu'on a découvert entièrement. C'est ça notre part de marché actuellement. On continue à grandir. Moi j'ai une question Didier, c'est un virus géant. C'est géant à partir de quelle taille? Et comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un continuum entre les virus les petits, ceux qui restent à côté, qui vont de l'autre côté du filtre, et est-ce que c'est pas tout biaisé par les trous dans le filtre aussi? Est-ce qu'il y en a des plus géants que d'autres, des moins géants que d'autres? Je ne sais pas parce que c'est de la sémantique. J'ai tendance à penser qu'on a commencé par la définir à partir du fait que c'était les virus qui n'étaient pas filtrés. La définition des virus initiale, c'était ce qui passait sur les filtres de Chamberlain, c'est-à-dire la porcelaine. Et donc ça fait 0,2. Et donc c'est là-dessus que les virus sont définis depuis la fin du XIXe. C'est invisible, c'est filtré par les filtres de Chamberlain. Et donc on a tendance, le premier qui a utilisé le mot virus géant, c'était Van Etten. Et donc j'ai tendance à penser que ce qui serait les virus géants dans une définition opposée aux autres virus, c'est ce qui ferait plus de 0,2. Mais est-ce que tu ne vas pas rentrer les choses moléculaires là-dedans? Comment on a fait pour les arquer? C'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que quand on a publié Mimivirus, on a eu la chance de tomber sur les travaux de Kounine et qui ont travaillé beaucoup depuis. Et Kounine s'était dégonflé, il y avait tous les outils pour faire, et s'était dégonflé à l'idée de dire que les virus avaient, ça paraissait, alors ça paraît loin parce que les débats continuent, mais ils ont avancé, ça paraissait invraisemblable de dire que les virus pouvaient avoir une origine phylogénique commune, basée sur la gène. Il y avait Bamford, qui est quelqu'un qui travaille sur la capside, qui disait « Attendez, c'est pas possible que les motifs structurels soient aussi conservés, ça veut dire qu'ils ont une origine commune, mais dont on a perdu la trace protéique et nucléique. » Donc Bamford avait cette idée de dire que la capside, on n'en retrouvait plus, les choses avaient trop évolué pour qu'on retrouve les signaux protéiques, mais que la structure était restée, donc c'était probablement vrai qu'il y avait une origine commune. Et Kounine, avant notre travail, avait fait ce qu'il appelait les grands virus, pas les virus, les grands virus ADN double brun nucléocytoplasmique, NCNVD, pour lequel il avait étudié ce qui était le répertoire de gènes, et il avait trouvé qu'il y avait 9 gènes qui étaient communs à tous ces virus, et puis une cinquantaine de gènes en tout qui étaient présents ou absents, mais qu'on retrouvait dans plusieurs clades. Et donc, voilà. Mais il était resté, il n'avait pas osé rentrer dans le débat, qui est un débat furieux, parce que ça rend les gens fous, hein, ça, de dire que les virus n'étaient pas des sacs de gènes et pouvaient avoir une origine unique, avec au moins ce panel-là pour avoir une origine unique. Donc, c'est nous qui avons fait ça en pratique. On dit, voilà, peut-être que ça, en particulier basé sur l'étude de ces gènes, et surtout basé sur les polymérase, qui a très peu d'échanges en réalité. On a dit, ben voilà, il y a 4 regards donc on est a priori capable de s'écarter du fil, maintenant. Non, parce que quand on regarde maintenant ceux qu'on arrive à mettre dans l'arbre, et c'est probablement quelque chose à quoi on va devoir arriver, on commence à tâtonner avec Philippe Colson, on a appelé ça les mégavirales. En réalité, il y a ce que tu dis, c'est-à-dire que, je pense que le virus, je pense qu'en réalité, le virus, ça ne va rien dire. Je pense que le virus, c'est un mauvais nom, simplement, il y a beaucoup d'usages. On sait depuis très longtemps que c'est un mauvais nom, si tu veux. Mais personne n'ose trop le toucher parce qu'on ne sait pas comment faire. Moi, je crois réellement que les mégavirales sont d'une autre nature. Ça, je pense que ce qu'on montre, tu vois, comme mode de vie, comme forme d'organisation, comme taille, je pense qu'ils sont d'une autre nature. Ça n'a rien à voir avec un rétrovirus, ça n'a rien à voir. Donc, si tu veux, l'idée que tout ça, c'est le même objet biologique est une idée fantaisiste. Il y a des ranges qui sont beaucoup plus importants que ce que l'on voit ailleurs, et leur mode de vie est très très radicalement différent. Donc, si tu veux, là, actuellement, quand tu regardes les virus, tu as même des viroïdes dedans qui font 150 bases. Tu as, donc, si tu veux, les trucs qui font maintenant le plus gros virus, je prends celui de Jean-Michel.
Michel, fait 2,2 MHz. Hein. Donc si tu veux, quand même, ça ne parle pas la même chose. Donc je pense, alors pour répondre à ça, oui, je crois qu'il y a un truc quantique, quoi, tu vois, il y a un truc différent. C'est pas un continuum. Je crois qu'il y a un truc. Je pense qu'il y a un groupe, des gros virus, qui ne sont pas d'ailleurs ADN, qui sont ADN, ARN, et je pense que ça serait d'ailleurs une des manières de les définir, c'est de dire, attendez, qui pourrait simplifier la discussion, il faut que tu penses à ça d'ailleurs, c'est de dire, attendez, il y a les virus qui sont des virus à ADN et à ARN messager, qui ont de l'ARN aussi, qui distinguent de la définition des virus avec les virus ARN, les virus ADN, tu vois, qui collent pas pour ça, parce que ils sont comme une bactérie, une archée dans l'ADN, et puis ils font de l'ARN pour manipuler, c'est intracellulaire, enfin, les bactéries, des archées intracellulaires, ou des eucaryotes intracellulaires, il y en a plein. Donc je pense qu'il s'agit d'un autre monde, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai appelé ça les trucs. Moi, après, les microbes, parce que les gens ne savent pas comment appeler ces trucs, moi je parle de la définition des microbes. Il y a au moins 4 trucs, mais peut-être d'autres, hein, parce que les trucs qu'on voit en microscopie électronique qu'on n'arrive pas à identifier sur le plan moléculaire, c'est pas ce que c'est non plus. Hein. Et quand on regarde ce qu'on est en train de faire avec Philippe Colson, si tu veux, au lieu de se servir de l'ARN ribosomal, si on se sert de l'ARN polymérase, si tu veux, tu trouves des choses dont tu ne sais pas trop ce que c'est. Donc on trouve des clades de virus qu'on ne pouvait pas voir avec le CSS, bien sûr, mais tu trouves aussi des trucs qui sont en limite de branchement, tu vois, l'origine des branchements des archées, donc tu ne sais pas trop ce que c'est, je ne sais rien ce que c'est. Pour ça, je dis, voilà, moi je dis, il y a 4 trucs. Parce que le domaine, tout le monde gueule en domaine, c'est la propriété privée de Woolz qui a utilisé le domaine pour dire arché, truc. Moi, je veux pas, surtout ce pauvre homme est mort l'année dernière, je ne veux pas lui piquer son domaine. Donc j'ai changé de nom, il y a incontestablement, il y a 4 trucs. Après, on les appellera comme on voudra, mais il y a 4 trucs, et le 4e, c'est effectivement, c'est les Galirales, ou virus géants. Voilà. Après la complexité du comment est-ce qu'on connaît cette complexité? Il y a quelqu'un qui essaie de faire de la capture, de l'enrichissement et séquençage exclusivement du Non, ce que les gens ont fait, ce qui a été un truc, donc c'est plus que la complexité, là, c'est l'ignorance. Donc moi j'appelle ça l'ignorance, le grand terme qui est utilisé actuellement la science, c'est la dark matter. C'est parce qu'il y a des microbes. Il y a des séquences, on ne sait pas. Vous savez. Donc si on regarde Forrest, là, qui est lui qui a fait ce tableau que je vous ai montré au départ, il dit voilà, si on lit dans la métagénomique, même en prenant des critères très peu stringents, on arrive à dire qu'entre les archées, les bactéries et les eucaryotes, on arrive à lier 15% des séquences que l'on identifie. Il y a 15% dont on voit que c'est à peu près, je pense que c'est à peu près les virus, et puis il y en a 70 et 80%, c'est les orphanes. C'est pas correct. Donc ça veut dire qu'il y a du monde à découvrir, y compris en dehors des. Encore une fois, les rapprochements qu'on fait par rapport aux virus. Donc il y a des gens qui font ça, c'est qu'ils font du single cell génomique maintenant, si tu veux, individuellement, et qui amènent à ouvrir une partie de la matière noire. Nous, une des raisons quand même de la culture sur les selles, c'est pour couvrir une partie de la matière noire. C'est-à-dire que chacune des bactéries nouvelles est séquencée, et du coup, tu trouves les orphanes, comme il y a entre 5 et 10% d'orphanes dans chaque personne que tu cultives nouvelle. Ces orphanes-là permettent d'éteindre une partie de la matière noire, comme l'a fait, c'est un gros travail dans la nature sortie, il y a 30 organismes qui se sont bâchés avec Colson parmi ceux qu'ils ont publiés pour éteindre le marché, en réalité, il y en a une qui a été reçue. Donc, simplement parce qu'ils n'ont pas l'outil. Si tu utilises que le CSS pour identifier les organismes, c'est-à-dire que tout ce qui n'a pas de CSS n'existe pas. Ce qui est un vrai débat actuel, c'est est-ce que tu as le droit d'être un micro-organisme sans ARN ribosomal? Moi je crois que oui, c'est nos amis, les gens là. On n'a pas le droit d'interdire des organismes, surtout que on a appelé les microbes tous les organismes voyés au microscope. C'est bien le microbe. C'est le microbe. Très bien.